Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le rang social participe-t-il à la protection que le droit accorde aux intérêts économiques? C'est notre question d'aujourd'hui. Est-ce que l'on est mieux protégé par son système judiciaire lorsqu'on est plus riche? Je sais quelles pensées sont en train de traverser vos esprits et que plus d'un parmi vous pense que oui, la richesse compte. Mais laissons de côté pour l'instant les abus, les déformations, et restons sur le plan des principes, de ce qui devrait se passer, non des défaillances du système. Aujourd'hui, nous sommes enclins à croire que les deux dimensions, protection juridique, niveau de richesse, sont distinctes. Il s'agit d'un principe si évident, tellement fondateur, qui n'est même pas inscrit dans la Constitution lorsqu'à l'article 1er, elle dit que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pour la richesse, cela va de soi. Pour les Romains, c'était plus complexe, voire différent. À Rome, la société était centrée sur les hiérarchies et ces hiérarchies avaient un parti comme fondement le patrimoine. Donc c'était une société hiérarchisée et cette hiérarchie se fondait en grande partie sur le patrimoine qui revenait à chacun. Les citoyens étaient divisés selon leur richesse en 5 classes, subdivisées en 193 centuries, au sein desquelles on comptait les votes en proportion du rang. Donc, le vote de chacun pesait différemment, pour le faire simple, mais c'est au fond ça, pesait différemment par rapport à son patrimoine, à sa position dans ce système. Et bien que ce système ne fût plus appliqué sous l'Empire, le rang social continuait à être pris en compte dans beaucoup de circonstances. La participation à la vie politique resta toujours liée à des critères patrimoniaux, donc même sous l'Empire, même si ce système, les Romains l'attribuaient à un roi, Servius Tullius, donc c'était très ancien, mais sous des formes différentes, cette hiérarchisation par rapport au patrimoine a continué à perdurer même sous l'Empire. Cela n'empêchait pas, bien sûr, que la richesse fût parfois critiquée, notamment lorsque les jeunes de bonne famille étudiaient à l'école de la rhétorique pour devenir ensuite avocats. On leur apprenait que la figure du pauvre était plus facile à défendre lorsqu'il y avait un procès, car le riche incarnait à Rome également les stéréotypes de l'homme dévoyé, avide, arrogant. D'où la nécessité d'apprendre des techniques pour conjurer ce type de préjugés, disons, de stéréotypes. Vous voyez ici un exemple qui nous est donné par Sénèque le Père, et il propose qu'est-ce qu'un avocat qui défend un riche doit opposer aux reproches qui viennent de l'autre partie. Nous le lisons ensemble. Je n'ignore pas, c'est l'avocat du riche qui parle, qu'il y a des pauvres qui occupent leur loisir à déchirer en secret ceux qui sont coupables d'être riches et qui ne cessent de les poursuivre de leurs accusations. Cependant, rien dans les affaires humaines ne met mieux le mérite en lumière. C'est le sens qui élève à la dignité de sénateur, c'est le sens qui sépare les chevaliers romains de la plèbe, le sens qui donne les grades dans les champs, le sens qui fait choisir ceux qui jugent au forum.
Alors, vous voyez dans cette phrase, avec la densité que cette technique, que la rhétorique que nous avons perdue, malheureusement, permet, c'est une densité énorme, il y a tout le système social romain ici. Il y a le côté du vote, le côté du commandement de l'armée. Donc il y a vraiment tout ce qui fait la hiérarchie sociale, politique, juridique à Rome. Et vous voyez que l'argument de l'avocat du riche, c'est justement de dire mais il ne faut pas blâmer les riches parce que notre société est bâtie sur l'essence. Bon, donc vous voyez très bien que la richesse était prise à Rome aussi dans un circuit inextricable de, disons, d'appétence et de refus. Mais tout cela appartient encore justement au niveau du fait, des croyances, des idéologies. C'est une façon d'influencer ce type de propos, la psychologie des juges, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui nous intéresse, cependant, suivant le fil de notre cours, est de savoir si la richesse était prise en compte explicitement par les droits lui-même. Donc, si le droit lui-même prenait en considération, et dans quel sens, la richesse. Autrement dit, nous allons voir aujourd'hui si les règles juridiques pouvaient conduire à une issue différente du procès en raison du rang social. Alors, c'est un beau texte, un peu long, mais très beau, d'Ulpien, qui nous ouvre une fenêtre sur ce mécanisme. L'histoire qu'il raconte, parce que c'est une histoire qu'il raconte, il y a un récit, est celle d'un fils de famille étudiant. Et il nous replace au cœur de la société romaine et de ses hiérarchies. Lisons-le ensemble, comme toujours. Si un fils de famille souhaite intenter une action pour poursuivre la punition d'un délit pour lequel une action revient au père, on le lui permet seulement s'il ne se présente personne pour intenter cette action au nom du père. Car Julien aussi est de l'avis que si un fils de famille part de la maison pour quelque mission publique ou pour faire ses études et qui subit un vol ou quelque dommage injuste, il pourrait intenter lui-même une action utile, de peur qu'en attendant l'arrivée du père, les méfaits ne restent impunis, soit parce qu'il pourrait ne pas venir, soit parce que le coupable trouverait le moyen de s'échapper pendant qu'on attend la venue du père. C'est pourquoi j'ai toujours été de l'avis, c'est Ulpien qui parle, que même dans le cas où l'action ne venait pas d'un délit, mais d'un contrat, le fils doit pouvoir intenter une action utile, par exemple s'il redemande un dépôt ou s'il poursuit un mandataire pour se faire rendre compte ou s'il souhaite se faire payer une somme qu'il a prêtée, et que le père se trouve en province pendant que le fils est à Rome pour cause d'études ou pour quelque autre raison valable, de peur que, si on lui refuse cette action, il ne subisse la fraude de celui avec qui il a contracté sans pouvoir la punir, et que le fils ne soit pas dans l'indigence à Rome, parce qu'il ne pourra pas toucher ce que son père lui avait envoyé pour souvenir à ses dépenses de séjour. Et si vous supposez que ce fils, dont le père est en province, soit sénateur, sa dignité n'ajoute-t-elle pas encore à l'utilité que favorise cette opinion? C'est un texte pour moi très intéressant parce qu'il est très, très développé, il y a un raisonnement, il y a un récit, mais je comprends que c'est un peu difficile à en saisir toutes les nuances. Après ce cours, vous verrez que nous l'aurons décortiqué et il n'aura aucun secret pour vous. Alors, on commence. Ce texte a un point de départ tacite, implicite. Pour vrai dire, il en a deux. Pourquoi les implicites dans des textes juridiques? Parce que les textes juridiques sont faits pour une lecture des spécialistes. Et donc, on peut taire certains présupposés qui sont plus ou moins connus.
Le premier était vraiment très très connu à Rome, on le connaît même aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous frappe. C'est-à-dire qu'à Rome, le fils de famille, le filius familias, c'est-à-dire quelqu'un dont le père ou le grand-père était vivant et le gardait sous sa puissance, était considéré comme dépourvu de capacité juridique. Le fils de famille n'était pas un sujet de droit, ne pouvait pas avoir un patrimoine, ne pouvait pas être titulaire de droit. Si jamais il concluait des contrats ou recevait quelques biens, les droits qu'il acquérait étaient en réalité acquis par son père. Donc le fils était une sorte de prolongation de son père. Et quand je parle de fils de famille, j'implique homme ou femme, donc il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. Et lorsque je dis un garçon et une fille, peut-être que c'est un peu restreint, parce que cette condition est une condition juridique qui n'a rien à voir avec l'âge. Donc si on a la chance d'avoir un père âgé, on peut vraiment vieillir comme un fils de famille. Bon, c'est le seul, disons, avantage de cette situation. Alors, c'est de cette situation qui, au fond, parle Ulpien dans ce texte. Parce que cette situation peut engendrer des effets un peu paradoxaux. Parce que la condition de n'être pas un sujet de droit pouvait ne pas être cohérente avec l'indépendance sociale du fils, avec, par exemple, l'éventualité qu'il vivait séparé de son père. Alors, il ne faut pas oublier que cette condition de minorité juridique concernait les droits privés. Donc, il n'était pas un sujet de droit privé, le fils de famille. Tandis que pour le droit public, le fils de famille, dans ce cas, en l'occurrence, homme, bien que sous la puissance paternelle, même s'il était un fils de famille, pouvait combattre, voter, être élu à une magistrature. Rien ne met plus en évidence le paradoxe de cette situation que de penser qu'un consul, premier chef de l'armée romaine, qui mène ses soldats à la conquête de l'Empire, dépend, pour ses dépenses, de l'argent de poche qui lui verse son père. C'est ça, n'être pas un sujet de droit. Et donc, il y a une scission entre la dimension publique et la dimension privée. Mais ce n'est pas seulement cette scission qui posait problème, il y a aussi d'autres aspects un peu plus subtils, un peu plus difficiles à saisir. Il y a des intérêts, il y a des aspects, des droits, disons des profils, des choses qui s'avèrent dans le monde du droit, qui touchaient plus directement le fils lui-même. L'exemple sur lequel nous allons revenir est celui des injures. Alors, un fils de famille pouvait bien être la victime d'injures, pouvait être giflé, pouvait être insulté. Alors, bien, même dans ce cas, comme le fils de famille n'était pas un sujet de droit, c'était son père qui avait les droits d'agir. Mais là, on comprend très bien qu'il y a vraiment un décalage entre celui qui est défait les titulaires de la situation, c'est le fils qui a été la victime de l'injure, et
le père qui est celui qui a la faculté d'agir. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont un peu difficiles à gérer dans ce système de séparation entre le père et le fils. Alors, comment concilier le fait que le fils de famille n'était pas un sujet de droit avec ces exigences que je viens de nommer? Alors, notre texte d'Ulpien laisse entrevoir qu'en droit romain, le conflit entre la condition passive du fils de famille et ses besoins personnels était, disons, géré avec beaucoup de souplesse et avec beaucoup d'attention aux circonstances. Là également, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui fait une différence par rapport à notre façon de concevoir les normes juridiques. Alors, le discours d'Ulpien a une deuxième prémisse qui est extérieure au texte, c'est-à-dire Ulpien n'en parle pas, mais qui est très importante parce que ce n'est pas une prémisse tout à fait générale comme celle de la condition du fils de famille, mais c'est un peu plus précise. Le prêteur, justement pour pallier à la situation dont je viens de vous parler, et notamment dans le cas de l'injure, vous vous souvenez, l'injure dont le fils est victime, mais c'est le père qui peut agir. Alors, le prêteur permettait, il avait écrit dans son édit, il promettait de concéder une action pour les injures, au fils qui aurait subi une injure, mais seulement à la condition que son père soit absent et qu'il n'y ait même pas son représentant. Donc que le père n'a pas envoyé un représentant ou la situation où quelqu'un se propose en tant que représentant du père. On voit ici le texte de l'édit du prêteur, on peut le lire, et on voit très bien que ce sont... Bon, c'est une prose assez technique, mais on comprend que le prêteur dit que si quelqu'un vient devant lui et dit qu'une injure a été commise contre le fils de famille et que le père, au pouvoir duquel le fils se trouve, n'est pas présent, donc première condition, et qu'il n'y aura aucun représentant qui agisse au nom du père, dans ce cas, après avoir évalué la situation, je donnerai une action à celui qui a été victime de l'injure. Alors, on a bien compris, parce que j'avais déjà introduit cet édit, mais le point sur lequel j'attire votre attention, c'est la phrase causa cognita, après avoir évalué la situation. Donc le prêteur ne dit pas qu'il va en tout cas concéder au fils d'agir, qu'il va évaluer la situation. Qu'est-ce que ça implique? On va le voir dans le texte d'Ulpien, qui nous permet, c'est un cas assez rare, de voir quel type de évaluation le prêteur menait dans ce type de contexte. Dernière remarque à propos de cette prémisse, le fait qu'il y a deux conditions, le père doit être absent et qu'il n'y a aucun représentant du père, souligne, encore une fois, la toute-puissance du père. Parce que le fils de famille victime de l'injure est pris en compte seulement en dernier lieu s'il n'y a pas le père, même pas un représentant du père. Donc ça souligne encore une fois la toute-puissance du père. Et néanmoins, cet édit du prêteur
ouvre une brèche dans cette toute-puissance. Les juristes s'y engouffrent, c'est-à-dire que quand le prêteur autorise à la fin de cette évaluation le fils, un fils spécifique, une personne concrète à agir, les juristes observent que dans ce cas, lorsque le fils agit, ce n'est pas qu'il agit au nom du père. On pourrait s'attendre qu'il était censé agir au nom du père en tant que son représentant. Mais les juristes disent non, c'est lui qui agit en son propre nom. Donc, vous voyez, c'est vraiment une distinction très fine. Mais on est parti le point de départ, c'était que les pères, seulement le père pouvait agir, l'action lui revenait. Après, on dit, si jamais on accorde cette possibilité au fils, au moment où le fils agit, c'est son propre droit qu'il fait valoir. Donc, c'est vraiment une brèche ouverte par le prêteur et exploitée par les juristes. Et il y a une conséquence, parce que toutes les affirmations des juristes doivent à la fin arriver à une conclusion. Alors, est-ce que quand le fils agit, s'il agit en son nom, est-ce qu'après le père peut-il agir en son propre nom, au nom du père? Et les juristes font le bilan. Ils se disent, si un fils de famille agit pour injure, l'action n'est plus ouverte au père. Donc, vous voyez comme ils abordent la question du rapport entre les deux. Nous pouvons maintenant revenir à notre texte qui montre comme tout cela était articulé au quotidien. Alors, nous avons dit qu'il y a deux prémices qui sont hors du texte, la position du fils de famille qui n'est pas un sujet de droit privé. Deuxièmement, l'édit sur l'injure. Donc, j'ai mis cette remarque afin que vous puissiez comprendre que tout le raisonnement d'Ulpien a comme point de départ cet édit. Par rapport à ces points de départ implicites, le passage d'Ulpien introduit d'emblée une extension générale aux autres délits subis par le fils. Si on lit son propos, il dit « Si un fils de famille souhaite intenter une action pour poursuivre la punition d'un délit pour lequel une action revient au père, on le lui permet seulement s'il ne se présente personne pour intenter cette action au nom du père. » Il ne dit pas si le fils veut subir une injure, mais il dit s'il subit un délit. Donc vous voyez qu'il est en train de tendre la disposition du prêteur. Alors, cette extension remonte déjà à un autre juriste. Vous connaissez tous très bien Ulpien parce qu'il est mort en 223, on l'a déjà rencontré plusieurs fois. Julien, qui est un juriste pas moins célèbre dans l'histoire de la jurisprudence romaine, a été consul en 148 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, entre les deux, il y a à peu près un siècle de distance, de décalage. Donc Ulpien, c'est bien entendu le plus récent, et Julien, c'est le précédent. Et effectivement, Ulpien s'appuie sur l'opinion de Julien. Et vous voyez le jeu d'autorité entre les juristes. Ulpien s'appuie sur Julien parce qu'il sait que c'est quelqu'un dont l'opinion comptait beaucoup. Donc il peut dire que c'est aussi l'opinion de Julien. Et peut-être, ce n'était même pas seulement Julien, mais il y avait d'autres. Mais Ulpien n'évoque que Julien.
Alors, Julien, on peut le voir, est de l'avis que si un fils de famille part de la maison pour quelque mission ou pour faire ses études et qui subit un vol ou quelque dommage injuste, il pourrait intenter lui-même une action utile de peur qu'en attendant l'arrivée du père, les méfaits ne restent impunis, soit parce qu'il pourrait ne pas venir, soit parce que le coupable trouverait le moyen de s'échapper pendant qu'on attend la venue du père. Donc c'est l'opinion sur laquelle s'appuie Ulpien. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Julien avait émis son opinion à propos de deux délits qu'il évoque nommément, c'est-à-dire le vol et les dommages causés injustement. On pourrait se demander, on devrait se demander, sur quoi s'appuyait Julien. Alors, on a bien vu que Ulpien s'appuyait sur Julien, mais sur quoi s'appuyait Julien? Alors, je sais votre réponse, il s'appuyait sur l'édit du prêteur, parce que l'édit du prêteur avait déjà introduit cette exception. On peut agir en cas d'injure, et donc Julien s'est appuyé sur cette première exception pour l'étendre à d'autres cas de délit. Comment peut-on nommer ce procédé? C'est le raisonnement par analogie. Donc il y a des situations qui sont semblables, et donc si une situation a déjà été disciplinée par les droits, on utilise cette même discipline pour les autres situations qui sont semblables. Quelle est la ressemblance entre ces situations? Très simple, il s'agit toujours des délits. Donc, comme on permet au fils de famille d'agir dans le cas du délit de l'injure, on lui permet d'agir aussi dans d'autres cas, celui du vol et celui des dommages. Mais comme je sais que vous êtes très attentifs, et c'est pourquoi j'aime bien et je suis très malheureux de devoir, dans une semaine, terminer mon cours, et donc je sais que vous avez bien saisi le problème, oui, l'analogie fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que, dans le cas de l'injure, vous vous en souvenez, c'était vraiment le fils de famille qui était mis en cause, parce que c'était lui qui avait été giflé, qui avait été insulté, c'était sa personne même qui était en jeu. Dans le cas du vol et des dommages injustes qui lui ont été causés, il y a, si vous voulez, un problème. Qu'est-ce qu'on peut voler à quelqu'un qui n'est propriétaire de rien? Parce que le fils de famille n'est pas propriétaire. Donc il a subi le vol de quelque chose dont c'est plutôt le père qui était le propriétaire. Et donc, si c'est le cas, vous voyez que l'analogie entre le délit d'injure et les autres deux qui sont mentionnés par Julien n'est pas entièrement vraie. Mais c'est toujours le cas. L'analogie n'arrive jamais à, à trouver des situations qui sont complètement identifiables. Parce que si elles coïncident, il ne s'agit pas d'analogie, mais il s'agit d'un procédé par déduction. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a peut-être une défaillance dans la justification? On rajoute une justification. Et la justification rajoutée par Julien, vous la voyez ici, c'est qu'il dit qu'il faut non pas veiller à l'intérêt du fils de famille, mais à l'intérêt de la communauté. Parce que ce n'est pas seulement l'intérêt de la victime d'un délit que ce délit soit puni,
mais c'est aussi l'intérêt de la communauté que l'auteur du délit soit puni. Et donc, dans cette situation, si on n'accorde pas l'action contre le voleur ou contre celui qui avait causé des dommages injustes, et que le père n'arrive pas, il n'y a pas un représentant, si le fils ne peut pas agir, on risque que les coupables trouveraient le moyen de s'échapper. Donc c'est l'intérêt public ici qui est pris en compte. Vous voyez comment le droit utilise des mécanismes d'argumentation pour construire un raisonnement très solide. Alors, point de départ, l'édit sur l'injure, extension par analogie avec le renfort de l'utilité commune. Oui, utilité commune. J'ai utilisé cette locution, vous l'avez entendu lors de la dernière séance, utilitas, l'utilité. C'est l'un des mots clés que les juristes utilisent pour qualifier la raison d'être d'une décision ou d'une norme juridique. Point assez technique, on dit que le fils de famille peut utiliser une action utile. Qu'est-ce qu'une action utile? D'abord, c'est une action qui fonctionne, utile, qui permet d'atteindre une certaine utilité, nous l'avons vu, mais c'est aussi une action qui a été adaptée, dont les mots ont été adaptés. Alors, je ne veux pas lire et entrer dans les détails, c'est une proposition que j'ai faite d'adaptation d'une formule au cas du fils de famille. Donc, il ne faut pas seulement lui accorder l'action, mais il faut que les mots de la formule soient adaptés. Et je sais que nous avons déjà parlé des mots de la formule, et maintenant vous comprenez que cet aspect du rituel de la procédure civile était très important et qu'il faut le maîtriser. Mais nous avons commencé à le faire. Bon, on peut continuer pour voir qu'est-ce que Ulpien croit opportun d'ajouter au discours de Julien. Il s'accroche immédiatement à l'opinion de Julien et il introduit une nouvelle extension. À quel domaine? Non pas au domaine de départ, c'est-à-dire le domaine des délits, mais au domaine des contrats. Également, quand le différend surgit d'un contrat, il convient qu'en l'absence du père et de son procurateur, le fils puisse agir. Bon, vous comprenez, c'est presque une révolution. Donc nous avons commencé en disant que le fils de famille n'était pas un sujet de droit, que le général de l'armée, fils de famille, dépendait de l'argent de poche de son père. Et maintenant, on comprend que non seulement il peut agir dans le cas très grave qu'il subisse une injure, mais aussi lorsqu'il subit d'autres délits, vol, dommages causés injustement, mais également, on commence à le comprendre, lorsqu'il y a un contrat en jeu. Alors, la façon dont Ulpien présente son opinion est assez rare. Il dit « semper probavi », j'ai toujours approuvé,
c'est un peu compliqué peut-être, cela veut dire qu'il a toujours approuvé l'opinion d'autres juristes ou il a toujours approuvé la démarche de prêteurs qui allait dans cette direction. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est intéressant parce que ça introduit, c'est très rare. Parfois, vous voyez un certain engouement de ma part sur des détails qui ne donnent pas des frissons normalement, mais dans ce cas, on voit une sorte de flèche quantitative, ce qui est très rare. C'est-à-dire que Ulpian nous montre que souvent, il donnait des avis sur ces sujets. Donc, on voit très bien que ce n'est pas quelque chose qui arrivait très rarement. Et l'intérêt, c'est que nous avons ici un très petit aperçu de la pratique du rapport entre les discours des juristes, ce qui s'est passé au quotidien. Alors, Ulpian nous dit que pour lui, c'était aussi le cas, il fallait accorder cette faculté d'agir au fils de famille, même dans le cas des contrats. Et après avoir exprimé cette opinion de façon générale, il l'explicite par des exemples. Alors, vous voyez ici que l'accent est mis sur un certain nombre de contrats en dépôt. Le fils a déposé de l'argent et il n'a pas eu de retour. Il poursuit un mandataire pour se faire infidèle, pour se faire rendre compte, ou il souhaite se faire payer une somme qu'il a prêtée. Alors, l'accent est mis dans ce cas parce que vous comprenez qu'il faut donner une justification à cette extension de la part d'Ulpian. Comment peut-on passer de l'édit sur l'injure à accorder au fils de famille la possibilité d'agir même dans des cas de contrat? Il faut le justifier. Alors, l'accent est mis de la part d'Ulpian sur la fraude, la rupture de la loyauté, du rapport de confiance qui doit régir tout rapport contractuel. On le comprend très bien dans le cas du dépôt et du mandat, parce que vous voyez, vous comprenez au quotidien, lorsque nous déposons quelque chose auprès de quelqu'un, c'est parce que nous lui faisons confiance. C'est le même cas lorsqu'on confie, disons, une tâche à quelqu'un, le mandat, c'est parce qu'on lui fait confiance. Et donc, si on est déçu, cela veut dire qu'il a brisé ce lien de confiance. Et c'est pour ça que Ulpian utilise le mot fraude. Mais cela vaut aussi dans le cas un peu moins évident d'un prêt d'argent. Parce que lorsqu'on fait un prêt, vous comprenez qu'il y a un rapport de crédit. Credere. Donc, credere, c'est croire. C'est la même chose, c'est toujours avoir confiance en quelqu'un. Alors, j'insiste parce que, évidemment, il y a dans le discours d'Ulpian une tentative assez, je dirais, assez élégante, parce que c'est une tentative presque cachée, voilée, de faire ressurgir la raison, sans la dire explicitement, de cette extension. Il met l'accent sur la non-exécution, sur le fait qu'il y a eu ici un comportement de la part du débiteur, un comportement répréhensible.
Et c'est ce comportement répréhensible qui est d'une certaine façon comparable à un délit. Nous n'avons pas toujours cette sensibilité. On comprend très bien qu'un délit, c'est vraiment quelque chose de très répréhensible et qu'on peut vraiment reprocher à quelqu'un d'avoir commis un délit. On est un peu moins, disons, enclin à reconnaître un peu le même modèle dans la non-exécution d'un contrat, bien entendu. Parfois, la non-exécution d'un contrat dépend de l'impossibilité, d'autres raisons qui empêchent le débiteur d'exécuter son obligation. Mais souvent, ça dépend aussi d'une non-exécution volontaire. Et c'est ça que Ulpien veut mettre en relief. Donc, c'est ce rapport sémantique entre les mots que Ulpien utilise, dont il a parsemé son chemin dans son passage, qu'on retrouve vraiment le cœur battant de son raisonnement. Parce qu'il était parti de l'extension de l'édit sur les injures à n'importe quel noxa, à n'importe quel délit noxa. Vous retrouvez l'idée de nocere, de nuire, noxa, nuire. Fraus, fraude, ce n'est pas exactement la même chose, mais les Romains disaient la fraude, c'est quand même un dommage causé volontairement. Donc, il a dit que dans le cas d'une non-exécution, il y a une fraude. Et la fraude, elle est contraire, c'est quand même quelque chose de très différent, par rapport à la fides, à la loyauté. Donc, vous voyez les passages de la noxa à la protection de la fides. Donc, nous sommes partis d'un texte très long. Nous avons vu que ce texte, en réalité, se base sur 3 mots. Mais comme toujours, l'analogie, vous voyez que ce sont des passages qui ne sont pas exactement précis. Ce n'est pas une équation. Ce sont plutôt des ressemblances ou des oppositions presque, mais ce n'est pas vraiment un raisonnement linéaire, c'est l'analogie toujours. Alors, il intervient avec une justification de renfort, ici également. Alors, la motivation de renfort est que il y aurait, comme il se trouve, c'est un fils de famille qui se trouve à Paris, à Rome, pour cause d'études, donc il a besoin de beaucoup d'argent. Donc s'il n'arrive pas à se faire rendre l'argent qu'il a prêté ou qu'il a déposé, il risque de se trouver dans l'indigence à Rome. Donc c'est un argument d'utilité qui s'ajoute à l'argument concernant le fait qu'il faut punir d'une certaine façon celui qui a commis une fraude. Il ne pourra pas toucher ce que son père lui avait envoyé pour souvenir ses dépenses de ce jour. Viaticulum. C'est un mot latin qui a en soi le terme via, voie, c'est faire le voyage, le trajet. Nous voyons ici
peut-être notre fils de famille. Donc c'est une scène, c'est un bas-relief qui se trouve à Trèves. Vous voyez le maître au centre avec deux étudiants avec leur rouleau. Ils sont en train peut-être de lire, de commenter un texte comme nous sommes en train de le faire. Vous voyez que la transmission, l'échange de savoir a toujours été au cœur de l'humanité. Et vous voyez ce jeune garçon qui arrive, je pense, en retard, avec son cartable, qui salue un peu timidement. Peut-être, en effet, c'est un bas-relief funéraire, donc c'est peut-être qu'il prend congé des vivants. Mais dans notre scène, c'est notre fils de famille qui a quelques problèmes de subsistance à Rome. Et comme toute scène d'école est toujours un peu triste, bon, il y a aussi un côté nostalgique, donc j'ai voulu aussi vous proposer une scène de jeu. Ce que les bas-reliefs montrent, veulent évoquer, c'est le fait que ce passage d'Ulpien, cette scène qu'il nous décrit, ce récit, concerne, bien entendu, des élites, ceux qui pouvaient envoyer de la province vers Rome ses enfants pour accomplir des études, pour revenir dans leur ville d'origine, pour entamer une carrière, peut-être locale, peut-être au niveau régional ou même dans le gouvernement central. Donc c'est une scène c'est un contexte, un milieu assez aisé. Et c'est à peu près même le même âge que le texte d'Ulpien. Ce sont des bas-reliefs qui sont à peu près entre Julien et Ulpien, les deux juristes dont nous avons évoqué les noms. Alors, on revient pour la dernière fois à notre texte. Ulpien avait renforcé la justification de l'extension de la concession de l'action au fils de famille par, disons, la première justification, parce qu'il faut punir ceux qui ont tenu un comportement répréhensible, même à cause de la non-exécution du contrat. Première justification. Deuxième justification, il ne faut pas que le fils de famille se trouve dans l'indigence à Rome. Et sur ce dernier point, il y a une sorte de renforcement complémentaire. Il se pose cette question un peu rhétorique. Et si vous supposez que ce fils dont le père est en Provence soit sénateur, donc le père est alors c'est le fils qui est sénateur. Oui, c'est le fils qui est sénateur. Vous voyez cette scission entre le fait qu'il est un sénateur, mais qu'il est dépourvu de sa capacité de droit privé. Donc il y a vraiment un décalage entre sa position publique et ce qu'il peut faire dans ses affaires privées. Si vous supposez que ce fils dont le père est en province soit sénateur, sa dignité n'ajoute-t-elle pas encore à l'utilité que favorise cette opinion? Donc c'était une opinion utile, c'est-à-dire qui permettait au fils de sortir d'un mauvais pas, mais il y a aussi une autre motivation, c'est-à-dire le rapport entre cette situation d'indigence et la position, le rang social. Il était un sénateur. Alors,
nous avons bien compris que tout ce mécanisme, d'abord, repose sur une évaluation fine des circonstances. Vous vous souvenez, le prêteur disait, bon, je vais accorder cette action causa cognita, après avoir évalué la situation. Maintenant, on comprend qu'est-ce qu'on évalue. D'abord, on évalue pourquoi est-ce que le fils s'est éloigné de sa famille. Est-ce qu'il est parti pour loisir, pour faire du tourisme, ou est-ce qu'il fait quelque chose d'appréciable? Oui, il est parti pour faire ses études, ou même il est parti pour remplir une charge publique. Par exemple, il est parti en tant qu'ambassadeur. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, est-ce que si on ne lui accorde pas une protection, est-ce qu'il va subir des dommages assez graves? Oui. Par exemple, il tombe dans l'indigence, où on peut se dire, mais il est très riche, même s'il n'arrive pas à récupérer cet argent qu'il a déposé, bon, ça n'est pas très, très important. Donc, il y a aussi cette deuxième considération à faire. Troisième considération, quel est son rang social? Et on voit très bien que d'autant plus haut est le rang social, d'autant plus de protection on lui accorde. Donc, pour revenir à notre question de départ, oui, il y a un rapport entre la position sociale et la protection qu'on accorde en droit romain et dans le procès civil. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une protection qu'on accorde abusivement, en cachette ou pour des raisons inavouables, mais c'est quelque chose qui est théorisé, voire même typisé par les juristes. Les juristes nous montrent qu'est-ce que opportun de faire. Il s'agit des paramètres qui doivent être toujours pris en compte lorsqu'on fait cette évaluation. Donc, pour revenir à un dictum que j'avais déjà évoqué, nous ne sommes pas penchés sur les abus auxquels se réfère le propos de Solon, qui était rappelé par un contemporain d'Ulpien, Diogène Laërce. Les lois sont semblables aux toiles d'araignée. En effet, s'il y tombe quelque chose de léger, faible, elle le retient. Si cela est plus gros, il les déchire et s'en va. Ce n'est pas exactement ça le cas. D'abord, parce que, vous voyez, ce n'est pas qu'on accorde en plus puissant la possibilité d'échapper à quelque chose, mais au contraire, on lui donne la possibilité plutôt de faire valoir ses droits. Donc, ce n'est pas exactement la même situation. En plus, c'est ce qui est important, c'est une situation qui est, pour ainsi dire, codifiée. Ce n'est pas quelque chose qu'on accorde par sympathie ou pour des intérêts qui ne sont pas qui sont répréhensibles. Donc, pour terminer, pour revenir à notre sujet, on a bien compris que si on part de la considération presque, je voudrais dire, nue de la richesse, c'est la considération qu'on a aujourd'hui de la richesse en tant vraiment qu'intérêt seulement pécuniaire, ce n'est pas l'idée que les Romains avaient. Parce que vous voyez que la richesse, ici, est insérée dans un tableau bien plus riche en nuances, qui prend en compte aussi d'autres valeurs, que ce soit le rang, mais aussi que ce soit la fonction accomplie, l'objet, par exemple, l'objectif que ce fils avait lorsqu'il s'est rendu à Rome. Donc, la richesse entre dans le monde romain dans une considération
plus étendue et qui fait de cette richesse non seulement un point d'arrivée, mais un point de départ pour mieux, disons, exploiter ses talents, sa possibilité de s'affirmer dans la société romaine, dans le cadre d'une société qui était profondément hiérarchisée. Donc, ce que je veux vous montrer est que pour comprendre les rôles de la richesse, il faut reconstituer tout cet arrière-plan et pour voir quelle est la distance entre leur conception de la richesse et la nôtre. Mais ce sera le sujet de notre dernière séance mercredi prochain. Pour l'instant, je vous remercie beaucoup.